It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Bon matin à tous. Comme vous le savez, en fait, on a lancé notre site web lavoidesgrimpeurs.ca il y a quelques semaines. Donc, le but de ce site web-là, principalement, va être de connecter le bon coach avec la bonne personne. Donc, vous êtes au courant, c'est tellement difficile d'avoir de l'information en ligne. Il y a plusieurs personnes qui vont se proclamer coach puis qui vont donner des conseils à gauche, à droite, sans être spécialisés réellement dans ce qu'ils vont faire. Donc, en fait, avec notre programme Trouve ton coach sur notre site, on va vous aider à briser votre plateau. Puis probablement que vous n'êtes même pas au courant de c'est quoi la pépite d'or qui va vous manquer pour aller passer au prochain niveau dans votre escalade. Donc, que ce soit une préparation mentale, une préparation physique, donc que ce soit aussi une préparation au niveau de votre nutrition ou même de la fameuse technique. On a le coach pour vous. On a un petit peu plus que 6 coachs avec sur lavoidesgrimpeurs.ca qui peuvent vous aider à passer votre escalade au prochain niveau. Donc, la meilleure façon de pouvoir voir quel coach peut être le bon fit avec vous, ce serait de prendre un appel découverte avec moi. C'est gratuit. On regarde ça ensemble pour voir c'est quel coach qui sera adapté par rapport à votre situation à vous, votre emploi du temps, etc. Donc, que ce soit à Québec, au Québec, en fait, ou en Europe, il y a possibilité de le faire en ligne. Donc, le lien va être dans la barre de description. On se retrouve de l'autre côté pour un appel découverte ou aller voir sur lavoidesgrimpeurs.ca pour remplir le formulaire. On se voit de l'autre côté. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre fier sponsorship depuis en fait 3 saisons, la boutique en ligne Delire. Donc si honnêtement vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur la boutique en ligne Delire, moi je vous conseille fortement d'aller regarder. Il y a tellement de stock, là, fait que ce soit au niveau des souliers d'escalade, que ce soit au niveau de la chalk, que ce soit au niveau des harnais, pour tout ce qui est trad, pour tout ce qui est sport, block, crash pad. Honnêtement, c'est pas compliqué, ils ont tout. On a un code promo qui offre justement le prix de quelqu'un qui est abonné au Délire à toutes les personnes justement qui sont sur le show La Voix des Grimpeurs podcast. Donc avec le code LVDG10, vous allez avoir 10% sur tout ce qu'il y a en stock. Ils font de la livraison un petit peu partout à travers la province du Québec. Puis même pour les grosses commandes, il y a possibilité de faire des commandes en Europe. Donc allez checker sur la boutique en ligne Délire. Puis comme je l'ai dit tout le temps, acheter sur la boutique en ligne Délire, c'est encourager La Voix des Grimpeurs podcast. Ça nous aide énormément. La Voix des Grimpeurs est présentée par InnovaClim. Donc, vous le savez tous, La Voix des Grimpeurs, c'est mon projet de cœur. C'est ce qui me fait vibrer. Ça fait un peu plus qu'1 an et demi que ça roule. Mais ça n'aurait pas pu être possible sans le soutien et le financement d'InnovaClim pour faire avancer ce projet-là. Donc, pour tous les auditeurs qui sont à Québec ou qui sont à Montréal ou à 1 heure de Québec, on va pouvoir leur offrir un prix qu'on va considérer dans nos dossiers comme le prix famille et amis. Donc, si vous voulez une soumission gratuite, ça va me faire plaisir d'aider n'importe quel grimpeur qui soutient le podcast avec son écoute. Donc, juste à me contacter à François B. Sanson sur Instagram ou sur La Voix des Grimpeurs également, puis on va pouvoir faire une soumission gratuite. Merci pour votre soutien, merci InnovaClim, puis on se retrouve de l'autre côté. Bon matin à tous et à toutes sur cet magnifique épisode de La Voix des Grimpeurs. Donc, comme j'ai dit toujours, le but du podcast, en fait, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone. Donc, autant au Québec qu'en Europe. Ça va être vraiment aussi d'inspirer un maximum de personnes à travers notre magnifique sport qui est l'escalade. Puis, depuis 6 mois aussi, on est une entreprise de coaching. Donc là, j'en parlerai pas énormément sur ce podcast-là parce qu'on ne fait pas de coaching d'escalade de glace encore. Mais c'est ça, en fait, si vous cherchez à passer votre escalade au prochain niveau, on a des coachs à travers l'Académie des grimpeurs qui peuvent vous aider à faire ça, quel que soit votre niveau. Puis, si vous aimez le show, la seule chose qu'on demande, c'est de partager le contenu sur les réseaux sociaux. Honnêtement, ça nous aide vraiment plus que ce que vous le pensez. Donc, que ce soit un 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook, même si on est un petit peu moins actif sur Facebook, mais honnêtement, ça nous donne un méga coup de main par rapport à tout ça. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir un
pionnier, si c'est pas la personne en fait la plus connue au Québec par rapport à l'escalade de glace. Donc, je vais vous le présenter rapidement, mais probablement que beaucoup de personnes le connaissent déjà par rapport à ce qu'il a fait dans le passé, là, puis même encore dans le présent aujourd'hui. Donc, François-Guy Thivierge, juste pour vous expliquer, là, ce monsieur-là, ce bonhomme-là a fait, ben tu sais, premièrement, il a fait l'Everest. Donc, juste ça en soi, c'est un méga accomplissement. Donc, c'est un passionné d'alpinisme, d'escalade de glace, d'escalade de roche aussi. Il a créé le Rock Gym, Aventurex. En tout cas, c'est un entrepreneur aussi dans l'escalade. Il a grimpé les 7 plus hauts sommets des 7 continents de la planète. Il a grimpé des icebergs aussi. Bref, il a fait un paquet de trucs, puis il va pouvoir nous parler probablement de plusieurs de ses expériences aujourd'hui. Mais le sujet de l'épisode de podcast qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à l'escalade de glace. Donc, on va parler en profondeur de ça. On va parler de... En fait, je vais vous dire c'est quoi la genre de ligne du temps qu'on a par rapport au podcast d'aujourd'hui. Donc, on va parler de l'histoire de l'escalade de glace au Québec. Donc, à quoi ça ressemblait il y a 40 ans versus aujourd'hui. On va parler probablement aussi d'histoire où c'est que François-Guy a eu peut-être la frousse ou qui a été inspiré ou qui a trouvé des histoires cocasses à la fois. Ensuite de ça, on va parler de c'est quoi qui rend l'escalade de glace au Québec unique comparé au reste de la planète. On va parler aussi du mindset qu'il faut avoir pour progresser en escalade de glace. À quoi ça ressemble aussi une bonne préparation physique pour une saison d'escalade de glace. Puis aussi, on va parler d'un projet qui s'en vient très bientôt. Donc, en ce moment, au Québec, on est le 5 janvier. Donc, au mois de février, il y a le Carnaval de Québec, qui est une attraction monstre pour la ville. Puis, il y a un gros projet, en fait, là, qui va être nouveau, en fait, pour cette année avec les chutes Montmorency. Donc, ça, je vais laisser François-Guy nous en parler. Mais bref, assez parlé. François-Guy, bienvenue sur le podcast. Je suis vraiment content que tu sois là. Bien, merci François de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là et partager ma passion pour l'escalade de glace avec les gens qui nous regardent. Yeah! Puis écoute, puis by the way, pour les gens qui nous suivent, là, on est rendu à quasiment 70 épisodes. Puis la majorité des épisodes, justement, on a parlé d'alpinisme un petit peu. On a reçu Jeff Mercier sur le podcast. Là, pas en live, là, c'était en Zoom conférence vu qu'il était en France. Il n'était pas en France au moment où c'est qu'on se parlait. Il tournait un film en Islande. Okay. Ouais, fait qu'il grimpait des crevasses là, justement en Islande. À part de ça, on a eu Vincent Vince. J'ai oublié son nom de famille. Landry, exact. Vince Landry qui est venu sur le podcast aussi pour parler d'alpinisme et d'escalade de glace. Ça, c'est une machine. Là, ouais. Mais là, je pense que c'est le 3 ou 4e épisode qu'on va parler d'escalade de glace. Puis, je pense que il y a quand même une grosse partie de la communauté d'escalade en général qui aime et qui pratique justement la glace. Fait que parle-moi un peu de l'histoire du Québec, parce que toi, ça fait... Là, t'as 61 ans. Ouais. Mais ça fait 80. Ça fait 40. Ça fait 4 siècles et plus. 45 ans, oui. Ouais. Ben, quand j'étais jeune, il y avait déjà des grimpeurs qui faisaient de l'escalade de glace, mais c'était une petite gang vraiment restreinte. Là, et les équipements n'étaient pas très développés non plus à l'époque. Là, on n'avait pas là, les piolets là, avec les manches galbées puis avec les vis qui rentraient tout seuls. Là. Mm-hmm. Fait que, en fait, c'était méconnu, vraiment marginal. Il y avait des alpinistes, des grimpeurs au Québec, mais c'était plus... le mot, c'était de l'alpinisme, là. Les piolets, les manches droites, puis les crampons, puis tout ça, c'était pas de la bonne équipement pour
mais tranquillement, c'était le début de l'escalade sur glace partout dans le monde. Fait que là, ils ont modernisé les équipements. Mais à l'époque, au Québec, il y avait quand même eu Jean-Sylvain, André Robert, puis une couple de grimpeurs des années 70 qui avaient fait les premières ascensions de la chute Montmorency, la chute de l'Aîné, une couple de parois de glace au Québec qui avait été quand même, comme la chute Montmorency, première ascension, c'est en 1972. C'est fou, raide. Mais en même temps, je veux dire, si tu es une personne qui commence à pratiquer l'escalade de glace, tu vois la chute Montmorency, je veux dire, c'est plus haut que la chute du Niagara que tu me disais hier. Fait que c'est quelque chose que tu veux grimper. Oui. Fait que les gars, à l'époque, ben, en fait, si on revient dans le passé, comment l'escalade de glace est apparue dans le monde, c'est que les gens, au début, faisaient des voies glaciaires avec un long piolet, puis ils taillaient des marches. Puis là, ils montaient en taillant des marches, là, ils sculptaient des petites marches, puis ils montaient. Puis le guide faisait ça en premier, il taillait les marches pour les clients, puis là, les clients, ils suivaient dans les marches. Puis là, tu montais avec un piolet puis des crampons. Il n'y avait pas de pointe en avant, puis il y avait juste un piolet. Fait que les gens étaient en équilibre sur un piolet, puis avec des bottes bien normales. Avec des bottes, avec des crampons en dessous, mais pas en avant. Ça, c'était le début de l'alpinisme. Puis là, tranquillement, il y a eu des gars comme Yvon Chouinard qui a créé Black Diamond, Patagonia, puis tout ça. Yvon Chouinard, lui, a comme inventé des équipements d'escalade de glace plus adaptés. Il a réduit les piolets en des manches plus courts, puis il a comme mis des pointes avant sur des crampons. Fait que ça, c'était dans la fin des années 60, là. Fait que nous, en 72, première ascension de la chute Montmorency, on était encore dans l'historique de l'escalade, on pourrait dire vraiment traditionnelle, historique. Archaïque, là, quasiment. Là, c'est ça que je cherchais. Puis là, ben, c'est à partir de là que il y a eu d'autres grimpeurs qui se sont figurés à ouvrir des voies un petit peu plus dures. Comme toi, exemple, toi, tu as commencé en 80. Oui, mais il y a eu tout de suite en 76 Claude Bérubé aussi, puis Gaétan Martineau, puis Jacques Lamontagne, qui eux autres ont quand même... qui est venu sur le podcast aussi. Mais Claude Bérubé a été quand même une figure marquante parce que lui, il a ouvert le pilier de cristal, une voie plus dure aux chutes Montmorency. Il a ouvert aussi la Loutre dans la Haute-Gorge de Rivière-Malbaie. Puis, il y a eu, écoute, les grimpeurs des années 70, milieu des années 70, il y en avait au Saguenay, il y en avait un petit peu partout, les Laparières à Montréal. Puis, ça s'est développé là, au milieu des années 70. Moi, je suis arrivé en 1980, j'avais 16 ans. J'ai été inspiré par ces gens-là parce que moi, j'étais fasciné par la montagne, l'alpinisme. Puis j'arrivais du ski. Moi, je faisais beaucoup de ski au Mont-Saint-Anne. Puis je trouvais que le ski alpin, c'était pas assez d'émotion pour moi. Puis je voyais que l'alpinisme puis l'escalade procuraient encore plus d'émotions. Fait que c'est comme ça que je me suis tout de suite attardé à faire de l'escalade à l'âge de 16 ans. Puis que là, je me suis tout équipé. Puis j'ai acheté mes piolets, mes bottes, mes crampons, puis j'allais aux chutes Montmorency à l'âge de 16 ans. Fait qu'en secondaire 5, il n'y en avait pas bien là, du monde. Là, ça jouait au hockey puis au baseball, mais moi, j'étais un tripeux de plein air. Puis c'est comme ça que je me suis adonné à ça. Puis rapidement, je voulais suivre tous les cours. Puis à l'âge de 18 ans, je suis devenu moniteur d'escalade avec la Fédération québécoise de la montagne. Il y avait un marché dans ce temps-là. Même en 1980, il y avait assez de monde pour avoir des moniteurs d'escalade. Puis c'est qu'il y avait déjà des petites écoles de karaté, de judo, de natation, des écoles de sport, mais il n'y avait pas d'école d'escalade vraiment. C'est ça, exact. Fait que moi, à 21 ans, j'ai décidé de partir à mon école d'escalade de glace à la chute Montmorency. Ouais. Fait que c'est quand même, ça fait... À l'âge de 21 ans? 21 ans. Fait que ça fait... c'est fou, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que tu es entrepreneur dans le domaine de l'escalade en général. Il n'y avait même pas de CEPAC à l'époque. Là. Ça n'existait pas. Là. La CEPAC, les parcs nationaux de la CEPAC, ça n'existait pas. Chute Montmorency, c'était une usine. C'était la Dominant Textile. Puis moi, j'avais demandé l'autorisation. Hydro-Québec m'avait donné les droits
voyons. les droits de donner des cours d'escalade là. Puis ça l'a fait boule de neige rapidement parce que c'est une activité qui gagnait en popularité touristique, la chute Montmorency, Ben oui. puis l'escalade de glace. Fait que c'était une nouvelle activité qui apparaissait dans la carte touristique de Québec. Ben oui. Fait que là, j'ai fait les manchettes là, dans les médias pour faire À 21 ans. découvrir un peu, là, faire découvrir l'escalade, puis partager ma passion, faire connaître ça. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait pas de publicité sur les médias sociaux. Fait que on faisait des dépliants, puis on allait faire des kiosques dans les écoles, les cégeps, les universités. Il y avait des salons. On se faisait connaître comme ça. On avait mon petit padjet, puis là, on recevait des messages fou, des ça. clients, puis tout ça. Les gens nous écrivaient, nous appelaient par téléphone. On prenait des réservations par téléphone tout le temps. Fait que on a fait connaître l'escalade comme ça. Puis à un moment donné, ça a été les écoles, les villes, les clubs. Puis là, ça a grossi. Là, l'école d'escalade de glace à la chute Montmorency. Puis on a toujours été très sécuritaire dès le départ à installer, là, puis à donner, enseigner l'escalade, puis de donner le maximum de sécurité pour que tout le monde ait une belle expérience pour débutants, rendre ça accessible, développer ça. Ouais. C'était notre philosophie à l'époque. Là, C'est fou, ça. J'aurais voulu vivre... moi, j'ai 30 ans. Là. Fait que, je veux dire, je suis né avec Internet, puis je suis né avec quasiment avec les réseaux sociaux dans les mains. Là, je veux Il n'y avait dire, pas d'ordinateur. mais là. c'est ça. Dans ce Aucun temps-là, ordinateur. rouler une business, mettons, là, où... Téléphone. C'est vraiment du PR. Ouais. Je veux dire, puis j'ai remarqué ça aussi, les entrepreneurs qui sont dans d'autres générations plus vieilles que, mettons, qui ont, mettons, 40, 50, 60 ans et plus, tu le vois que ils ont comme le côté humain... en tout cas, il y en a beaucoup qui ont le côté humain très... pas plus élevé, là, mais que ça paraît qu'ils ont du PR. Tu sais, comme toi, on te rencontre, puis on le voit que tu es habitué avec les gens, on le voit que tu es à l'aise à rencontrer des gens, puis à parler, puis ci, puis ça. Puis ça, c'est... C'est sûr qu'à l'époque, il ne fallait pas rester tout seul dans son sous-sol C'est ça. à donner des cours d'escalade, puis personne ne serait venu. Là. Il fallait se. Ben, fait que t'ailles se vers le vendre, monde, Il fallait c'est aller, ça. ouais, fallait se déplacer, puis aller, Ouais. aller faire de la promotion. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis arrivé dans un moment où il y avait encore beaucoup à développer, puis que moi, je n'ai pas pris la place de personne. La place était vacante. J'ai développé une école d'escalade, puis j'ai développé ça. Puis les sites d'escalade se sont développés partout au Québec. Aujourd'hui, il y a 1200 cascades de glace au Québec, partout au Québec. À partir du 15 décembre jusqu'au 15 mars, on peut pratiquer l'escalade de glace partout au Québec sur des endroits magnifiques. La chute Montmorency, ben, c'est comme un site emblématique, une carte postale de l'escalade de glace reconnue mondialement, mais il y a aussi, dans Charlevoix, la Pomme d'Or qui est devenue une icône aussi pour les grimpeurs aguerris les plus experts. Eux autres se sont tournés vers la Pomme d'Or. Moi, quand j'ai découvert la Pomme d'Or, c'était pour moi un rêve. C'est comme aller faire l'Everest. Là. La Pomme d'Or est à 2 heures de Québec. Là. Tu sais, ça vient te chercher. C'est un gros défi. C'est une voie quand même assez dangereuse. Il y a des gros morceaux de glace qui peuvent tomber. Il y a un risque important. Là. Il faut avoir les meilleures conditions possibles puis être bien préparé physiquement puis tout ça. Fait que c'est comme en 1981, la première ascension de la Pomme d'Or par 2 Américains. Puis il y avait le triolet aussi. Moi, j'ai fait ces voies-là au début des années 90. Puis je l'ai fait comme un entraînement pendant plusieurs années, avec une dizaine de fois la Pomme d'Or que j'ai à mon actif. La dernière fois, c'est il y a 5 ans, avec Nathalie Fortin. Ah oui, Nat est venu sur le podcast aussi, Nat. Je pense que je serais capable de retourner puis de refaire là, sans problème. Là. C'est juste que ça prend des bons partners, puis ça prend des bonnes conditions, puis tout ça. Fait que partout au Québec, ça s'est développé, l'escalade de glace. Puis là, il y a quand même un engouement. Il y a eu aussi la découverte de plusieurs sites d'escalade de glace, dont Pont-Rouge, quand je suis allé pour la première fois avec Gilles Brousseau, au début des années 90.
Il n'y a personne qui était allé là. J'avais vu une petite photo d'un ami qui faisait du kayak au printemps puis qui m'avait montré les chandelles. Fait qu'on est allé l'année d'après grimper les premières cascades de glace. Là, À Pont-Rouge. À Pont-Rouge. Tu as dû nous ouvrir quand même une coupe là-bas. On a ouvert une vingtaine, trentaine. Là. Puis il y a combien de voies au total à On doit en Pont-Rouge? avoir une cinquantaine, là, des petites voies. Là, Ouais. C'est quand Fait que même... Il y a t'as ouvert- beaucoup de fait que t'as mix. ouvert quasiment la maintenant. moitié, je veux dire. À l'époque, on avait comme gardé ça un peu secret, là, Ouais. les premières années, parce qu'on voulait vraiment grimper les voies de glace. Là. Fait que pendant 2 hivers, on allait là, puis on invitait nos amis, puis on allait grimper. Est-ce que vous puis- créez des noms, puis des Oui. voix, puis tout ça? OK. Ouais. OK. Fait que ça a été là, le début de Pont-Rouge. Puis Pont-Rouge, par la suite, là, c'est devenu un site événementiel. C'est là. rendu mondial maintenant. Ben là, oui, je veux dire, le ça a fait le connaître le Festiglace, Québec. là, ouais. Le Festiglace, ça a fait connaître le Québec aussi. Puis là, les gens venaient pour le Festiglace, puis après ça, ils partaient pour la Pomme d'Or, partaient pour la Côte-Nord, partaient pour la Gaspésie. Fait que ça, c'est vraiment un beau circuit pour les grimpeurs du monde entier de venir en février, puis de continuer à découvrir les cascades de glace du Québec. Ouais. Fait que ça, c'est comme... ça a été un élément déclencheur pour, on pourrait dire, l'accueil des grimpeurs internationaux. Là, Mm-hmm. ouais. Ah, Puis ouais. la chute Montmorency, bien, c'est toujours resté un lieu d'entraînement, de pratique, d'initiation. Puis notre école d'escalade est basée là depuis ce temps-là, depuis 1985-86 qu'on est là, depuis 40 ans qu'on on prend la partie de la congelée comme une place vraiment magnifique. Ah, c'est à pour... 15 minutes de Québec. Puis là, ben, je toi, veux dire. t'es Je suis venu hier. l'essayer, c'est ça. Fait Hier, que ouais. c'est là qu'on donne des cours depuis 40 ans. Puis on est très fiers d'initier des gens à découvrir l'escalade de glace, de briser la glace, d'apprivoiser l'hiver, de découvrir un nouveau sport. Puis l'escalade de glace, ben, tu sais, nous, ici, on n'a pas de difficulté avec les températures, contrairement à l'Ouest canadien, c'est plus clément. Ouais. Les Alpes aussi, ils ont des températures plus chaudes. Fait que c'est moins La saison est constant. moins longue, oui, j'imagine aussi, puis c'est éphémère. Puis tandis qu'ici, c'est garanti qu'on a de Au l'escalade Québec, t'es de sûr qu'il va glace. faire fret, C'est là. ça. C'est une certitude. Ah ouais, c'est débile, ça. Puis dans les années qui ont suivi, les années 90, est-ce qu'il y a eu des bons majeurs dans tu sais, je veux dire, des événements qui ont été marquants dans l'histoire du Québec, Ouais. dans l'avant... Ben, pas juste nécessairement du Québec, mais dans l'escalade de glace Ouais, ben, en général, il y qui a ont eu- marqué... Ben, la technologie des équipements, ça, c'est sûr, ça l'a vraiment aidé, là, la technologie des équipements. La venue des médias sociaux puis d'Internet aussi a grandement fait connaître le sport. Il y a eu des compétitions aussi, des rassemblements internationaux. Moi, j'avais participé à Courchevel. C'est là que j'ai rencontré Jeff Lowe, Thierry Renaud, François de Milano. C'était les meilleurs grimpeurs de glace à l'époque. Puis là, on a comme eu la chance de connecter avec tout ce monde-là. L'Ouest canadien, il y avait Will Gadd. En Amérique, les Américains, c'était Jeff Lowe, qui était très, très connu. Il avait écrit un livre. Et quand il est venu à Québec, je l'avais invité à Québec, donner une formation sur l'escalade de mix. Là, on introduisait une nouveauté. C'était l'escalade de mix. Ça n'existait pas. Les gens grimpaient de la Ça, c'était en glace. quelle année, ça? 95. Ah ouais, ça fait juste 30 ans. Ouais. Fait que là, Ouais. avant ça, le monde grimpait de la glace. Puis là, tranquillement, le monde, il allait avec les piolets sur des sections de rochers pour atteindre des glaçons suspendus. Fait que là, ça a été 1995. La révolution, La là, révolution du du mix. mix. Ouais. Ouais. Puis après Oui. ça, le dry tooling, ça veut dire pas de glace. Juste du dry. Ça a Ouais. été un petit peu plus tard. Mais tu sais, des voies entièrement dry, personne ne pensait à Non, grimper. Tu sais, fait on pourrait dire que quand Jeff Lowe est arrivé en 1995 grimper au Québec avec moi, on a lancé le mix à Pont-Rouge. Puis là, mettons, pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas c'est quoi du dry tooling puis de l'escalade mix, tu sais, l'escalade mix, c'est justement quand dans la voie, il y a de la glace et de la roche. Ouais. Puis du dry tooling, c'est vraiment avec de l'équipement de glace sur de la roche.
En gros, c'est pas mal ça. Là. C'est ça. OK. Ben, aujourd'hui, le dry tooling a pris beaucoup d'ampleur Ouais. parce qu'il y a des compétitions sur des murs de bois avec Au comme Rock une Gym, il y Coupe en du a, je Monde. pense, aussi, Ouais. justement. Là, ouais. comme une Coupe du Monde. OK? Il y a des compétitions de dry tooling. Ça va devenir éventuellement. Il y a des Coupes du Monde. Donc, là, ça pourrait devenir une discipline olympique là, dans quelques années. Ça pourrait devenir une discipline olympique. Pourquoi? Parce que ça peut se standardiser avec des prises de bois, puis c'est vraiment égal pour tout le monde. Mais on ne pourrait pas faire ça sur de la glace, puis que le morceau de glace casse, puis là, c'est plus facile pour le deuxième à passer. Fait que c'est vraiment standardisé. Le dry tooling pourrait devenir ça, on parle du futur de l'escalade de glace, là. Évidemment, l'escalade de glace va toujours rester comme un sport d'aventure. Puis, pour l'aspect compétition, il faut le faire sur des murs de bois qui représentent un petit peu une paroi, puis avec les piolets. Que ce soit égal pour tout le monde. C'est ça. Ouais. OK. Ah, ouais. C'est un peu ça qui a fait que dans les années 90, Jeff Lowe est arrivé au Québec. Et là, il donnait des cliniques sur le mix dans des festivals de glace. Puis moi, quand j'ai vu passer ça, j'ai dit, on va inviter Jeff Lowe à Québec. Puis c'est comme le king de l'escalade de glace. C'est le GOAT, c'est le Tom Brady de la glace. Quand il est venu ici au Québec, là, on l'a fait triper. Là. Je l'ai amené en hélicoptère dans la vallée de la Jacques-Cartier, puis on a ouvert des voies extrêmement difficiles à l'époque. Puis moi, j'étais en top shape. Là. J'avais 30 ans. C'est ça, ouais. Et j'étais à mon summum d'escalade de glace, puis j'étais comme parmi les meilleurs grimpeurs au monde. Quand tu grimpais avec Jeff Lowe, je veux dire, au niveau de la... Pas de la force physique, mais de ta capacité. Je veux dire, vous étiez pas égal, mais vous grimpiez ensemble, puis les deux, vous étiez... Ah oui, à ce moment-là. C'est cool, là, ça, c'est hot. Là. Nous, les Québécois, ici, on avait on n'avait pas les hautes montagnes d'Europe, puis des Rocheuses, puis des États-Unis. On n'avait pas de hautes montagnes, mais on avait des cascades de glace. Fait qu'on s'était comme entraîné à faire de l'escalade de glace, juste de l'escalade de glace. Fait que c'est ça qui a fait qu'on a formé puis qu'on a entraîné des très bons grimpeurs de glace. Puis on est vite devenu égal avec des Européens puis des Américains. Puis on était... écoute, quand je suis allé en France, j'ai ouvert une des voies les plus dures de l'époque, qui était un grade 6+, avec Thierry Renaud, la Dame du Lac, qui est encore une des voies les plus dures au monde. Puis ici, au Québec, on a poussé la cotation qui était comme un peu stallée à 5, grade 5. On est allé monter la cote à grade 5+, dans des grades 6 à Pont-Rouge. Au Palissade, on a ouvert des grades 6, des 6+ aussi. Puis on a fait des 6+ dans la vallée de la Jacques-Cartier avec Jeff Lowe. Fait que Fait qu'il y en a au Québec. Là. Oui. C'est cool, ça, ouais. Ça, c'est dans les années 90. Là, la cote est passée de grade 5 à grade 6. Le plus difficile, c'est 7+. 7, ouais. 7, c'est 7, Ouais. OK. Fait que là, puis après ça, on tombe dans le mix, puis là, ça peut monter M8, M9, M10, puis OK. là, ouais. Puis là, ça s'en va après ça, là. Écoute, il y a encore des voies, là. Et en Europe, il y a encore un gros potentiel d'ouvrir des voies, puis dans les Rocheuses canadiennes, plus dures, plus longues, plus équipées aussi. Les gens vont mettre des bottes puis vont faire des moves encore plus difficiles. Là. Mais la cote d'engagement, ça, c'est quelque chose qu'à l'époque, on avait à cœur. C'était qu'on faisait des départs du bas. On n'allait pas par en haut, descendre en rappel, casser tout, puis mettre des bottes, puis pré-équiper. On partait dans Il y a du bas. monde qui font ça maintenant, beaucoup. Beaucoup. OK. Mais nous, à l'époque, c'était du ground-up qu'on appelle. On partait d'en bas, puis on montait, on ouvrait la voie par en bas. Beaucoup plus aventurieux. L'engagement. C'est ça, plus d'engagement. L'engagement était vraiment plus fort. Fait qu'il y a toujours eu dans les livres guides la cote de difficulté puis la cote d'engagement. OK. Une cote d'engagement, c'est comment ça va prendre de temps, de jours, puis t'es loin, l'éloignement, puis ça fait que tu peux, comme la pomme d'or, c'est un grade 5. Tout ce qui n'est pas l'escalade, dans le fond. Ouais.
La Pomme d'Or, c'est un grade 5 en escalade de glace technique, puis c'est un grade 5 en engagement aussi. OK. Si tu vas faire un grade 6, là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses des bivouacs là-dedans. Là, Mm-hmm. faut que tu couches 2 jours dedans. Là, un grade 6 en engagement. Puis grade 7, c'est multi-jours. Comme un big wall là, au Yosemite, là, un grade 7, là, c'est tu couches dedans pendant une semaine. Là, T'es engagé. Là. ouais. Moi, j'ai fait un grade 7 une fois d'engagement. C'est entre le K2 puis l'Everest, on avait grimpé le mont Bagirati avec Serge Angelucci, puis c'était un grade 7 en engagement. Mais c'est plusieurs jours, couchant porte à l'aide, j'ai monté une paroi. Là, Dans la neige, là, dans le froid, puis dans le. ouais. C'est le bordel. Ben, c'est le bordel, je veux dire. Ah c'est... Ouais. Hey, si vous êtes rendu jusqu'ici, je veux juste vous dire un gros merci. Votre support vaut beaucoup plus que ce que vous le pensez. Honnêtement, je le répète souvent, mais si vous êtes capable de pouvoir partager le show à quelqu'un ou laisser un commentaire ou un 5 étoiles ou quelque chose, ça nous aide énormément à faire grandir La Voix des grimpeurs podcast. Puis aussi, comme j'ai répété un petit peu au début de l'épisode, sur lavoidesgrimpeurs.ca, vous allez pouvoir trouver tous les épisodes de podcast, donc que ce soit au niveau de Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Puis vous allez même pouvoir trouver une façon, si vous en êtes rendu là, d'avoir accès à un coach pour briser un certain plateau en escalade. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne continuité au niveau de l'épisode. Mais justement, ça, je pense que c'est une méga bonne transition pour une des questions que je m'étais notée. Mais as-tu des histoires, justement, qui te sont arrivées dans des situations de même? Ouais. Toi, soit des situations... sens-toi bien à l'aise là, de raconter ce que tu veux, mais des situations soit qui ont été vraiment intenses ou drôles ou peut-être pas traumatisantes, parce que je veux dire, on veut pas parler de traumatisme nécessairement sur le podcast, mais tu sais, des histoires qui vaudraient la peine que du monde écoute. Ben oui. Écoute, j'en ai une en parlant de Jeff Lowe. Tu sais, moi, Jeff Lowe, c'était pour moi comme une icône, une idole, puis tout ça, des grimper avec lui, là, c'était comme j'avais pas d'appréhension là, tu sais, que j'allais lui apprendre quelque chose ou démontrer quelque chose. Quand je suis allé avec lui grimper dans la vallée de la Jacques-Cartier, on avait identifié une voie d'escalade de glace qui semblait être une des voies les plus dures du Québec à ce moment-là. On l'a appelée Squeeder. Okay. Puis cette voie-là, c'est un grade 7 puis, de glace. Puis Jeff, il est parti, il y avait un petit peu de c'était comme des balles de golf puis des balles de tennis de glace collées. Okay. C'était pas un mur de glace, c'était comme saupoudré, c'était comme plâtré. C'est de la roche en arrière? Oui. Ou, okay. Puis on pouvait faire un peu de dry tooling dans la roche, c'était vertical complètement. C'est du mix? Il avait mis des protections de rocher. OK. Puis il avait tombé 3-4 fois. Puis il s'était pompé bien raide, il était viandé. Fait qu'il m'a dit, François-Guy, vas-y l'essayer, c'est à ton tour. Moi, je l'avais assuré pendant 2-3 heures à essayer les premiers 25 mètres, là, puis c'était quelque chose d'extrême. Fait que là, il me tend la corde, je m'attache en premier de cordée, mais moi, j'étais sûr j'allais juste faire la section qu'il avait équipée en moulinette, puis qu'après ça, j'aurais pas été capable de continuer la voie au complet. Mais il a dit, prends pas de chance, mets tout de suite des protections. Au cas où c'est que ça marche, mettons, c'est que ça scène. Ouais. Fait que je suis parti, puis là, j'ai tout réussi, l'enchaînement. Tu l'as scindé, t'as fait la voie au complet. Puis c'est malade, ouvert, ça. Ah, wow! Ça, c'était en 95. Ouais. Écoute, là, j'ai ressenti une grande fierté, là. Puis Jeff, il m'avait vraiment là, mis là, sur un piédestal à ce moment-là, puis m'avait dit c'est hot. Là, parce que là, je m'étais comme, venant d'un Américain comme ça, là, nous autres, on est des petits Québécois, puis on n'est pas dans les magazines, on est comme, on grimpe pour nous ici, puis
qu'un C'est pas une Américain. super. On n'est pas des superstars. Exact, Parce c'est que ça, c'était une superstar américaine là, qui était là, puis il venait grimper au Québec. Moi, je l'accueillais, j'étais comme son petit guide local. Même chose quand les Français venaient au Québec, là, François de Milano, puis Thierry Renaud, avec qui j'ai grimpé. Ben, tout ça, c'était des grandes vedettes, là, puis on avait beaucoup d'humilité de grimper avec eux autres. Là. C'était comme eux autres, les stars. Puis ben là, ça a été une fois où ça a bien passé. Puis il y a eu d'autres fois que ça a moins bien passé. Avec Gilles Brousseau, une fois, il y a eu... on s'était fait dropper en hélicoptère à un endroit sauvage que le signal, pas de signal, aucun signal, pas de téléphone au cellulaire. Québec, ça? Ouais, Ou, au Québec. OK. Pas de cellulaire, pas rien, là, aucun signal. Tu te fais déposer en hélicoptère, puis là, ben... Code d'engagement 7. C'est donnes- l'engagement. Là. Tu donnes rendez-vous à l'hélicoptère de venir te rechercher 3 jours plus tard. T'sais. Fait que dès que l'hélicoptère est parti, on part en raquette, puis là, on s'en va pour traverser la rivière puis de monter une voie. Puis là, il y a comme eu... La rivière s'est écrasée dans l'eau. En dessous Puis de moi, vous, je suis tombé dans la piscine quasiment, là, dans l'eau froide. Ouais. T'sais, tout habillé avec les cordes, les pack-sacs. Là, je me débattais. Puis moi, mon père, il est mort noyé dans l'eau froide. Fait que, quand c'est arrivé, là, j'ai vu la mort de près, là, pas de farce. Là. L'eau froide qui te rentre avec le courant, t'es dans une rivière, personne ne peut venir te chercher. Fait que là, mon chum Gilles, il était un petit peu plus loin. On n'était pas encordés. J'étais en avant, je venais de tomber dans l'eau jusqu'au cou. Puis là, les raquettes dans le fond de l'eau, Aïe, aïe. tu sais, le courant m'entraînait. Là, j'ai dit, je vais mourir. Puis là, à un moment donné, j'ai senti une roche dans le fond de la rivière. J'ai été capable de me stabiliser debout. Puis là, j'ai quand même appris qu'il ne faut pas paniquer quand tu Dans l'eau froide. dans l'eau froide. Faut essayer de pas paniquer. Puis de prendre 2-3 respirations puis d'analyser tout ça. Fait qu'il s'est passé peut-être 2 ou 3 secondes où ce que j'ai complètement arrêté de paniquer. Puis là, je regardais où ce que j'étais, puis qu'est-ce que je fais, puis prends le temps de réfléchir. Là, j'étais tout équipé, habillé comme un astronaute avec le pack-sac puis les cordes, l'appareil photo par-dessus. Puis là, tu sais, j'étais en train de couler. Fait que, finalement, Gilles, qui est à côté, il a dit « Je vais te tendre mon bâton, puis je veux pas mourir. » Fait que lui, il a pris le temps d'enlever ses équipements aussi, puis il s'est comme mis à 4 pattes, puis il m'a tendu son bâton de ski. Puis là, moi, j'ai attrapé le bâton de ski. Je me suis approché. Puis là, la glace, il y en avait là, à peu près 6 pouces de glace, puis il y avait 2 pieds de neige. OK. Là, je tenais le bâton de même, là, puis les pieds me partaient dans le courant. Fait que là, je n'étais pas capable de me lever avec tout le C'est poids. lourd, là. Puis lui, il n'était pas capable de tirer non plus. Fait que là, les secondes passent. Là, on est peut-être à 15 secondes. Là, j'ai commencé à enlever des cordes, le sac à dos. Puis là, je tirais ça. Je voulais garder mon équipement. Je chantais que une seconde, jeter l'équipement ou une seconde, tu le tires sur la neige. Pour plus tard? Ouais. Fait que j'ai quand même tiré mon équipement, m'alléger, tiré mon équipement sur la glace par-dessus la neige. J'ai réussi. Puis là, après ça, j'étais léger. J'ai réussi à sortir de là. Fait que ça a été quand même une fois où j'ai vraiment eu peur là, de laisser... c'était pas un accident, une chute en premier de cordée. C'était dans les marches d'approche. Là. Ouais. C'est là qu'il arrive des accidents. Éric Leclerc, lui, il est tombé en arrière de la glace où que l'eau coule. Fait que quand tu fais de l'escalade de glace, quand tu fais de l'escalade de glace, il y a de l'eau qui coule en arrière. Ça se forme un trou où il pleut. En dedans. Ah oui. En dedans, comme on a vu hier un petit peu au Chute Montmorency. Souvent, c'est assez large qu'un corps humain peut glisser dans le trou. Puis là, tu te fais comme arroser d'eau, puis là, tu gèles, puis là, tu fais de l'hypothermie, puis si t'es pas capable de sortir du trou, tu te fais asperger d'eau froide, puis là, tu meurs dans l'eau froide. Tu sais, il y a des voies de glace. Là, boire. Il y a des voies de glace comme dans l'Ouest canadien. Il y a une voie qui s'appelle hydrophobia. Hydrophobia, c'est la peur de l'eau. Ça a été nommé, cette voie-là, parce que en haut,
il se forme une genre de piscine, une piscine d'eau qui éclate puis qui fait une avalanche d'eau et de slotch sur les grimpeurs qui ont ouvert la voie. Il a tout glacé là, quand ils ont reçu. Fait que quand tu grimpes cette voie-là, Tu sais que ça peut arriver. ça arrive assez régulièrement. Ça a de l'air. C'est une voie qui peut exploser. Puis là, il y a de l'eau qui coule à pu finir. Fait que imagine, tu es en train de grimper, puis là, il y a une piscine d'eau froide qui éclate en haut de toi. Aïe, aïe. Fait que ça, c'est le genre d'événement dramatique qui peut arriver quand... Puis si ça arrive, puis t'es dans cette voie-là, hydrophobia, est-ce que t'es sûr d'y passer ou non? Je veux dire, Ben, tu peux... si t'as mis des vis puis tout ça, tu vas te faire gicler, là. ouais, mais tu redescends dans ce temps-là, tu fais quoi? Mais là, tu vas glacer. Ouais. T'es à 2 heures, 3 heures de marche d'approche, là. T'écoutes, tu te fais... Tu te fais rincer, comme on dit. Ouais. Puis, tu sais, au Québec, des voies comme ça, il peut en avoir, là, comme sur la Côte-Nord, puis la Gaspésie, il y a beaucoup de formations bizarres de glace, là. Et il reste que... à Pont-Rouge, il y a quand même un risque de tomber dans la rivière, Jacques-Cartier. Aux chutes Montmorency, tu as vu hier aussi, il y a de l'eau au pied. À quelques endroits, tu peux mettre le pied dans l'eau. C'est risqué. Il y a tout le temps une gestion de risque, dans le fond. Là. Il y a tout le temps. Tu sais, c'est fou parce que, tu sais, moi, je fais principalement de l'escalade de bloc, tu sais, d'escalade de bloc puis de voies de roche. Mais il n'y a pas ce risque-là. Tu sais, si moi je vais faire une sortie de bloc, là, à part la chute en bloc, il n'y a pas cet aspect de la nature est plus fort que l'homme. Puis comment, c'est drôle, mais comment, c'est quoi le mindset qu'il faut avoir? C'est quoi la relation justement que toi tu as avec la peur ou même la mort ou même la relation que tu as avec des événements comme ça qui peuvent potentiellement t'arriver, parce que j'imagine que quand tu pars en aventure comme ça, tu le sais que ça peut arriver. Fait que comment tu fais pour dealer avec ça? Ben, à la base, ça prenait vraiment une bonne formation, Ouais. développer de l'expérience. Puis faut surtout pas apprendre de plusieurs erreurs, parce que souvent, les petites erreurs en escalade de glace peuvent être fatales. Tu sais. Recevoir un piolet en pleine face ou recevoir un bloc de glace, ça arrive. Tu sais, tu peux te... Je me suis enfargé une fois dans mes crampons. Je me suis déchiré le mollet un petit peu. Il y a eu des petites coupures au visage. Des choses comme ça peut arriver. Mais tu veux pas être en dessous d'un gros pilier de glace qui te tombe sur la tête. Fait qu'il faut que tu sois respectueux un peu des conditions météorologiques pour pas t'exposer, mettre ta vie en danger puis celle des autres non plus. Avec les manœuvres de corde, c'est sensiblement les mêmes, sauf qu'on met des vis à glace. Puis l'escalade de glace, c'est un sport qu'il faut mettre aussi un environnement très froid. Fait qu'il faut bien s'habiller, amener des thermos pour bien se réchauffer, des bonnes mitaines, des gants, tout ça, manipuler les équipements pour que ça gèle. C'est quand même un sport qui demande beaucoup de préparation. Oui, on peut faire une petite initiation aux chutes Montmorency puis avoir un bon aspect général. Ouais. Mais quand on est rendu à l'étape de s'acheter ses piolets, ses vis, puis d'aller grimper partout au Québec. Puis ta vie est entre tes mains, là, je veux dire, littéralement, quand tu grimpes. Là. Ouais, fait que là, ça prend une bonne formation d'escalade de glace là, pour devenir ceinture noire d'escalade de glace. Là, Ouais. tu commences pas à t'envoyer grimper. Il faut que tu aies une solide formation là, dans les manipulations de cordes. Premier de cordée, assurer un premier de cordée, assurer un second de cordée. Puis ça s'apprend. Tu peux suivre un cours d'escalade intérieure de premier de cordée. Tu vas avoir une bonne notion. C'est une étape.
Après ça, tu peux aller faire de l'escalade de rocher, apprendre à grimper, mettre des coinceurs, mettre des friends, tout ça. Tu vas avoir encore tu vas acquérir de la formation. Par la suite, l'escalade de glace pourrait être un petit peu la coche au-dessus parce que ça coûte plus cher faire de l'escalade de glace. Tous les équipements, les vêtements, puis tout ça, les bottes, les crampons, les piolets, ça coûte plus cher. Fait que je te dirais qu'au Québec, les grimpeurs de glace, il doit bien en avoir une couple de mille. Il doit y avoir des vrais grimpeurs de glace. Au moins qui en font 2-3 000 grimpeurs au Québec. Là, à l'époque, on était 200-300. Mais c'est même encore 2-3 000, c'est pas énorme non plus. Là. Non, c'est ça. Dire, Mais tu sais, comme un magasin d'escalade, là, comme la Mountain Co-op ou la Cordée, ou ils vendent des piolets, là, ils en vendent pas comme des paires de skis dans des magasins. Là, c'est pas comme des skis puis des raquettes. Là, c'est un petit peu moins populaire. Là, mais les bottes, ça coûte cher, les crampons, les piolets. Fait que c'est un sport qui est assez dispendieux pour acquérir le matériel. Tu peux avoir un équipement qui te coûte 5 000 $ pour... ça, c'est normal. Là, c'est pour standard, être bien équipé. Plus des vêtements, tu peux en avoir pour 2, 3, 4 000 aussi, des vêtements, des sacs à dos. Là, un grimpeur de glace qui se fait voler son sac à dos, il peut en avoir pour 5-6 000 là, qui disparaît. Là, ouais. Fait que... D'ailleurs, c'est une de mes anecdotes. Je me suis déjà fait voler mon sac à dos là, au chute Montmorency. Pété un câble, Puis ça n'a pas de bon sens. Les vis à glace, c'est 100 $ chaque. T'en as 12. Plus les mousquetons, tous les équipements, ça monte vite. Là, ah ouais, c'est clair. Fait que c'est pas comme t'acheter une paire de souliers d'escalade de bloc à 300 $, puis un abonnement au gym à 100 $ par mois, mettons. C'est pas pareil. Là. Non, c'est pas pareil pas tout. Fait que non, mais ça, c'est une chose à considérer. C'est le fun qu'on en parle. Ouais. C'est quand même assez dispendieux, s'équiper, mais par la suite, après ça, ben, t'as plus de frais. Tu peux aller grimper des endroits complètement gratuits partout là, au Québec. C'est ça qui est le fun, c'est que tu pars avec ton chum, ta blonde, t'en vas grimper, c'est gratis, c'est le fun. Tu es équipé, mais tandis que si tu t'équipes en ski alpin, l'équipement va coûter cher aussi, les bottes, les skis, les bâtons, les pots de phoque, etc. Puis là, si tu payes pour des remontées mécaniques, en plus, 150 $ par jour. cher maintenant en plus. Là, c'est un sport qui est à considérer, c'est qu'une fois équipé, ça te coûte plus rien pratiquement pratiquer ton sport d'escalade de glace. Tu n'as pas besoin de payer pour un gym, rien. Tu grimpes dehors, t'en vas dehors. Puis tu passes des grosses journées dehors. Fait que tu brûles des calories. C'est bon pour la santé. Tu es dehors. Quand tu as fini ta journée, tu as toute la face rouge. Tu es content. Même encore aujourd'hui, juste d'hier, je la sens encore. Ma face. C'est ça. C'est le fun pour ça. C'est une belle activité hivernale, un beau sport d'hiver. Puis pour compléter ça, puis s'entraîner, ben il y a des sports comme la course à pied, le ski de fond, la raquette. Ça complète bien. Parce que tu es dehors encore, tu t'entraînes dehors. Moi, c'est beaucoup. Ça, c'est pour la glace, dans le fond. Mettons l'aspect physique de comment s'entraîner pour. Si tu veux être bon en escalade de glace, ben un bon conseil que je peux donner, c'est de faire du ski de fond. Parce que le ski de fond, c'est les bras comme ça, les jambes aussi. Puis tu es longtemps dehors, 2-3 heures de ski de fond, là. Tu développes ton cardio. Puis un bon cardio, ça aide à faire des marches d'approche pour aller faire la Pomme d'Or avec un sac à dos. C'est combien d'heures pour le fun, se rendre à la Pomme d'Or? Ça peut être un trip de 8 à 10 heures aller-retour. C'est une bonne journée. C'est une bonne journée. Tu as 4 kilomètres de ski ou de raquette. Après ça, la marche d'approche, 1 heure. Ça, c'est s'il n'y a pas d'imprévu non plus. S'il n'y a pas d'imprévu. Là, l'escalade dure 5 à 8 heures d'ascension. La descente en rappel, c'est un 2 heures. Souvent, quand tu es fatigué, c'est la descente en rappel qui est le plus dangereux. Parce que là, il faut que tu fasses des lunules ou tu trouves les relais. Puis les gens sont fatigués. Des fois, commence à faire noir aussi. Des fois. Commence à faire noir. Puis là, les gens qui sont fatigués, ben ils coupent les coins ronds. Ils vont vite. Puis là, ils font des erreurs. Puis il arrive des décès. Fait que il y en a pas beaucoup au Québec. Là. C'est ça que je pensais. Oui, il y en a beaucoup par année. Au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu quelques décès en escalade de glace au Québec. Là. D'ailleurs, un sur la Pomme d'Or.
il y a eu un jeune là, qui grimpait en premier de cordée, qui a fait une chute. Puis en tombant, ben, il s'est comme pété à la tête, là, comme faux. Puis là, son chum, il était au relais, puis il a comme été obligé d'aller chercher du secours. Là. Fait qu'il l'a redescendu au relais, il l'a attaché, puis il est allé chercher du secours. Quand il est allé, quand il est revenu. Quand ils sont venus, il était gelé. Ouais. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est sûr que, tu sais, comme dans tous les sports, il arrive des risques. Hein? Ça peut être en vélo de montagne, il y en arrive aussi des gens qui se pètent la tête là, sur des roches en vélo de montagne. Il y en arrive en escalade de rocher. Il y en a, tu sais... Ben, c'est la seule façon de pas, d'éviter le risque absolu, je veux dire, c'est de rester chez vous puis de ne pas sortir de chez toi. Là. Un des meilleurs grimpeurs qui a vraiment pris beaucoup de risques, là, mais qui était un des icônes québécois, c'était Guy Lasselle, une célébrité là, low profile, mais qui était un des meilleurs grimpeurs. Puis lui, ben, il grimpait des voies comme la Pomme d'Or en solo, pas de corde. Hein? Oui, c'est ça. On n'a pas parlé de solo, mais au Québec, il y en a-tu des. Il y a cette personne-là qui a fait du solo. Il y a Serge Angelucci aussi qui a fait des solos. Ça, c'est un Québécois aussi, Serge. OK. Ouais. Puis son nom, ce n'est pas québécois. Gilles Brousseau, mon partner avec qui je grimpais beaucoup, il a dû faire au moins 200-300 fois là, la chute Montmorency en solo. Puis une anecdote incroyable là, de Gilles Brousseau qui a failli mourir en solo au chute Montmorency, c'est que là, il grimpait en solo, pas de corne. Puis là, à un moment donné, il est venu pour donner un coup de piolet, mais son autre piolet débarquait. Fait que là, il se ramasse plus de piolet, ça... Fait que là, il tombait, mais le smash a fait qu'il s'est repogné. Fait que là, il tombe... Il smash, il se repogne, mais le piolet, il tient sur rien, puis le piolet, il bouge. Là, tu redonnes un autre coup. Puis là, il a comme fait... Une porte de grange? Une porte de grange, puis là, bang, il s'est repogné. Et là, nous autres, on était en bas, là. Ah, t'as vu ça en live? J'étais en train de donner un cours d'escalade, puis on était là, puis on disait, regardez, ça c'est quelque chose... On fait pas ça. Faut pas faire ça comme ça. Puis là, on le voit tomber, mais il a tombé d'à peu près 1 mètre. OK. Quand même, là, on s'est dit, il va. C'est terminé. Hey! Tu sais? Ouais. Là, il s'est repogné. Hey! Puis là, il était pendu sur un bras, les 2 pieds ballottaient. Il a comme fait une porte de grange, puis il s'est repogné. Aïe, aïe! C'est débile. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est le genre d'histoire qui est. Ah, ouais. Aïe, aïe! Quand tu vois ça en live, là, tu penses que ça arrive pas ou que tu le vois pas, mais là, tu t'as vu ça. Là. Ouais. Puis un autre, là, histoire incroyable, c'est Serge Angelucci à Pont-Rouge. Tu sais qu'à Pont-Rouge, c'est des grosses chandelles, des colonnes de glace qui touchent pas, là. Fait que c'est des grosses colonnes de glace. Puis là, la colonne de glace, elle est fragile, hein, tu sais, c'est comme un spaghetti, là. Tu sais, si tu l'énerves trop, il peut casser en 2, hein, un spaghetti. Bon. Ou un cannelloni, tu sais, quelque chose qui... Cannelloni, ouais. Okay. Fait que lui, il grimpait un spaghetti de glace, puis là, il varge dessus, puis à un moment donné, il donne un coup, puis tout casse, tout s'écroule. En dessous de lui, dans le fond? En dessous de lui, puis lui, ça casse sous le piolet. Le piolet, il est planté, tout s'écroule. Là, il n'y a plus rien, il est à 100 pieds. Fait que s'il tombe en bas, là, c'est terminé. Il est à 100 pieds là, dans les airs. Fait que là, toute la chute s'est écroulée, le morceau de glace au complet. C'est comme un jet, là. C'est gros comme un jet privé. Tout tombe à terre. L'assureur, lui, il n'avait pas mis de vis, une chance. S'il avait mis des vis à glace dedans, là, il se serait fait tirer vers le bas. Il se serait fait tirer aussi vers le bas. Il serait tombé avec les vis et tout ça, mais il n'avait rien mis encore. Puis il était à 100 pieds du sol. Ouais. 100 pieds, pas de vis encore. C'est parce que ce gars-là faisait du solo pas mal. C'est ça. Fait qu'il il dit, c'est trop fragile. Si je mets une vis, je vais me pomper. Et finalement, il n'en a pas mis. Il a bien fait de ne pas en mettre. Mais là, il était pendu sur un piolet, même pas capable de mettre ses pieds nulle part. Il était dans le vide. Là, mais voyons donc, ça arrive des affaires comme ça. Fait que là, voyons. Ce qu'il a fait, c'est que là, il était pendu sur un bras. Écoute, ça prend de la force là pour... Fait que finalement, il a réussi à mettre un mousqueton
dans le piolet, puis il s'est descendu en moulinette en laissant le piolet. Il s'est refait Il descendre. s'est fait un genre de rappel sur le piolet. Sur le piolet. Puis là, quand il est arrivé en bas, il a fait. Puis là, le piolet est tombé. Tu sais, puis là, Aïe, aïe. Mais hey, mettons, le moment où c'est qu'il a commencé à descendre avec un rappel sur le piolet, les devises, faut pas que ça pète, faut pas que ça pète, faut pas que ça c'est pète, ça. faut pas que ça pète, faut C'est pas que ça ça. pète. c'est Ouais. épouvantable. Wow, c'est fou raide. Fait que là, comme tu disais, si on veut devenir meilleur en escalade de glace, le ski de fond, ça, c'est quelque chose qui peut être... on a comme parti sur une parenthèse. Ou le ski backcountry, OK. la raquette, des sports d'hiver, idéalement, de la course à pied, c'est très bon. Puis pour les avant-bras, tu es juste pratiquer de l'escalade normale, Bon, c'est haut sûr du que corps, ou y a pour pas... les muscles là, spécifiques, les avant-bras, toujours très important d'avoir des... Ouais, pour les gens qui nous regardent là, ou qui nous écoutent, c'est faire des genres de curls. Là, comme Avec si, des poids de 10 livres. Ouais. T'en fais le plus possible. Le but, c'est pas d'en faire juste 5 ou 6, c'est d'être capable d'en faire 100, 200. Ouais. Tu sais, les fameuses poignées aussi, là. Mhm. Ça, tu peux en faire là, quand tu conduis un auto, t'as Ouais. une main ou tu écoutes de la télévision, mais là, tu te fais des poignées. Là, ça, Vraiment c'est pour le super système aérobique, dans le fond, localisé Ouais, dans les ouais, avant-bras. ouais. là. Puis pour les mollets, ben là, tu te mets comme sur une planche, puis tu te lèves, c'est comme sur un plongeon. Mhm. Tu te lèves, c'est à la pointe des pieds, tu te redescends plus bas, tu te relèves. Puis là, ça, là, c'est super bon pour les mollets. Puis les avant-bras, ben, c'est la fameuse. Ou tu roules. Un roller, là, ouais. Ça, c'est super bon pour les entraînements. OK. Puis toujours commencer en moulinette en début de saison. Mettons, les conseils du pro, ça serait de dire va pas en premier de cordée la première journée. Essaye de t'installer une moulinette. Teste bien ton matériel aussi. Les crampons, il ne faut pas que ça débarque. Les conseils de sécurité, c'est vraiment de toujours protéger tes yeux, ton visage, de ne pas recevoir de blocs de glace, D'en face. Faire attention de ne pas déchirer tes pantalons aussi. Fait que c'est toujours garder une largeur de pied assez large là, pour quand tu fais de l'escalade de glace. Si tu passes trop proche, les crampons, c'est coupant comme des lames de rasoir. Tu vas déchirer tes pantalons. Tu peux même déchirer... Couper les mollets ou admettre oui, ou c'est quoi que ça. ce soit. Ça, il faut que tu sois super prudent. Toujours pratiquer en moulinette avant. Puis quand tu vas commencer à premier de cordée, bien là, il faut vraiment que tu mettes beaucoup de vis au début, puis que tu fasses un cours de premier de cordée, puis que tu t'improvises pas là, à grimper de la glace là, Ouais. trop rapidement. Faut pas que tu brûles des étapes. Exact, c'est ça. C'est du gros bon sens aussi, mais en même temps, des fois, c'est pour ça qu'il y a des accidents qui arrivent. Là, quand les gens sont trop excités puis ils veulent brûler des étapes, là, fling-flang. Tu veux pas tomber en escalade de glace. Ça, c'est le premier concept, là, parce qu'avec les piolets, les crampons, c'est brutal, c'est coupant. Fait que les chances de tomber, imagine, tu tombes avec une scie mécanique, ça te tente pas. Hein? Ouais, non, Mais exact. tomber avec des piolets puis des crampons, c'est pareil. Là, Tu veux pas tomber avec des lames comme ça coupantes, là, puis... fait que t'évites de tomber. Fait que faut vraiment que tu gardes des marges de manœuvre puis que tu sois pas dans une situation qui pourrait... tu sais, dès que tu peux mettre une vis dans un endroit sécuritaire, rapide, tu mets des vis, là, puis tu sais, puis suivre une formation, c'est toujours important. Moi, tu parlais de coaching pour les grimpeurs. Moi, je suis un bon coach. Hein? Je donne encore des cours tout le temps, très actif. J'ai encore donné des cours de premier de cordée. Je fais des journées guidées. Je vais en faire encore longtemps parce que moi, c'est de transmettre ma passion puis d'essayer que les gens soient sécuritaires dans un sport comme ça. Fait que je les aide à partir. Puis après ça, ben ça dépasse le mètre. Là, ils peuvent aller faire des affaires très difficiles. Puis Oui. c'est ça que j'aime voir, là, comme de quoi La prochaine génération. Ouais. C'est nice. Ouais. Puis justement, tu sais, pour je pense que ça fait un beau pont, justement, pour ce que j'ai glissé au début de l'épisode. Mais là, il y a de quoi de quand même cool qui s'en vient avec le carnaval. Ouais. Avec Aventurex, avec Rock Gym aussi, puis avec l'événement qui va arriver. Tu veux-tu
en glisser un Ben mot. oui, ben oui, c'est ça quand même s'appelle- quelque chose de hot, là. Ouais. Ça s'appelle le Smash d'escalade de glace Aventurex aux Chutes Montmorency. Ouais. Dans le cadre de la programmation officielle du Carnaval de Québec. C'est le 14 février. C'est une journée, c'est un rassemblement de grimpeurs de glace québécois. Il y a des événements au Québec comme le Festiglace qui est connu. Il y a aussi Grimpe en ville à Rivière-du-Loup qui est connu. Puis nous, à la Chute Montmorency, ben, tu sais, on est là depuis longtemps. On veut accueillir les grimpeurs, venir faire un événement. On a pensé faire ça en même temps que le carnaval, avec le carnaval, pour promouvoir l'escalade sur glace partout à travers le monde. Créer un événement rassembleur pour les grimpeurs, que ce soit des grimpeurs débutants en escalade de glace, intermédiaires en escalade de glace, même experts. Puis c'est que ça soit un événement qui est le fun, un peu rassembleur, comme on dit, amical aussi, créer une compétition. Ça va être un duel en parallèle avec des épreuves d'élimination. Puis là, comme un tournoi, les meilleurs vont aller vers la finale. Il va y avoir une demi-finale, une finale aussi. Puis on va remettre aux gagnants des catégories des piolets de cristal. Fait que ça va être le trophée à gagner. Puis en fait, les compétitions de vitesse d'escalade, c'est sur 12 mètres, là, la Coupe du monde intérieure. On voit ça à la télévision, c'est très spectaculaire. Ouais. Mais en escalade de glace, on n'en voit pas beaucoup des compétitions d'escalade de glace de vitesse. C'est ça. C'est très, très peu. Le smash, c'est ça que ça va être, en Ouais. fait. Là. Ouais. Le smash, là, un smash d'escalade de glace, le nom le dit, ça va être de monter rapidement. Le plus vite possible en haut. Nous, on a fait un petit test, hein, on s'est donné un petit défi. Ah, puis je sais pas si je vais dire le chiffre, là. Ben, je vais le dire, en fait. Parce qu'hier, il m'a fait, François Guy m'a fait faire le smash, là, en fait, là, le grimper le plus vite possible en haut. J'ai fait 1,55, OK? Fait que s'il y en a qui veulent... en tout cas, moi, je sais pas si c'est bon ou si c'est pas si bon. Moi, c'était ma première fois que je faisais de Pour un l'escalade. débutant, c'est très bon. OK, mais tu sais, Le François monde prend Guy l'a 15, fait. 20 minutes. Ah ouais? Tu sais, Non, ouais, normalement, c'est ça, Oui. exact. Ouais. Toi, tu l'as fait Hier, tu l'as fait en 46. Ouais. Ben, moi, tu sais, j'ai pas de mérite. Ça Ouais. fait longtemps que je me pratique, puis que... Mais c'est hot c'était fou à voir. Là. Tu sais, Ouais. Je veux dire, c'est carrément un sprint sur la, Ouais, sur la ouais. paroi de glace, là, Ouais. mais c'était vraiment cool. Il faut vraiment que les grimpeurs qui nous écoutent comprennent que si vous aimez un petit peu la communauté d'escalade de glace, vous voulez faire un événement participatif, immersif, là, on n'est pas là spectateur, là, c'est qu'on veut que les gens viennent participer, avoir une petite compétition amicale, le fun, au Chutes Montmorency, le 14 février. Ça s'appelle le Smash d'escalade de glace Aventurex. Ça va être un beau rassemblement. On peut s'inscrire. Il y a Ouais. un T-shirt souvenir aussi dans l'inscription. Il y a un repas chaud. Il y a des soirées au pub alpin le bivouac avant et après l'événement. Fait que Cool. c'est la fin de semaine. Là, C'est un méchant setup, festif, là, c'est cool. ouais. Là. Puis on met beaucoup d'efforts et d'énergie pour organiser cet événement-là. Fait que si tu as un petit côté escalade de glace en toi, tu veux mesurer ta vitesse, là, ça va être le temps, on va avoir les chronomètres, on va avoir du monde, ça va être le fun, un bel événement, puis n'importe qui peut participer. Là, C'est ça. Est-ce que quelqu'un qui veut participer doit déjà avoir fait de l'escalade de glace ou elle peut se faire introduire à ce moment-là? En fait, il va y avoir un volet essai, mais c'est pas la compétition. OK. Les gens qui n'ont jamais fait peuvent réserver une essai d'escalade parce qu'on veut promouvoir l'escalade sur glace. Ouais. Les gens qui veulent l'essayer vont être là. Écoute, il va y avoir une foule, premièrement, de spectateurs. Puis Au Chutes Montmorency, les là, ça gens va être vont hot, là. réserver Ben oui. d'avance. Là, tout va être réservé d'avance. Là. Ouais. On ne va pas sur le site à 2h30 dire je peux Je veux le faire, c'est ça, exact. Faut réserver. Aller sur le site web, là, aventurex.ca/smash. Ouais. Il y a des liens. Vous allez voir des publicités du carnaval. Vous allez voir des publicités d'Aventurex là, qui vous amènent vers le lien pour s'inscrire. Fait que ça va être un bel événement. Là, vraiment le fun. Là. Il va y avoir... de la bouffe, de la soupe, des chocolats chauds, du café en bas. Il va y avoir de la C'est hot, musique. c'est nice. Il va y avoir des commentateurs. On va annoncer le déroulement, les compétitions. Puis ce qui est le fun d'une compétition de vitesse, c'est que
tout le monde comprend c'est quoi l'idée. C'est que c'est le premier qui arrive en haut. Tandis qu'une compétition, mettons, technique plus, là, ou de bloc, là, les gens ne savent pas c'est quoi la difficulté, c'est quoi le pointage, c'est quoi... c'est plus complexe à comprendre. C'est plus complexe à comprendre comme spectacle. Tandis que là, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est sûr qu'ils vont... C'est le temps, la vitesse, puis c'est spectaculaire. Puis, tu sais, il y a une sonnette en haut, il y a un temps, il y a une chronomètre. C'est vraiment spectaculaire, là. C'est un show, là, c'est cool. Ouais, c'est nice. Puis la chute Montmorency, ça va être électrisant. Le décor est fabuleux. C'est un site de carte postale Instagrammable. C'est magnifique. Les images, ça va être viral. Ça va être le soir, je pense. Ça va être le jour. Le jour, OK. De 9h le matin à 4h l'après-midi. OK. Fait qu'il va y avoir des cinéastes, des drones, des photographes, on va probablement être là aussi avec la voix des grimpeurs. Ça va être écœurant. Puis ça, ça va revenir à chaque année. C'est comme une nouveauté au Carnaval de Québec qui existe depuis 70 ans. La course en canot, le concours de sculpture sur glace, tout ça. Mais là, le Carnaval de Québec m'ont dit, François Guy, si t'as une bonne idée, là, on va l'intégrer. Puis là, je suis arrivé avec ce projet-là de compétition d'escalade de glace de vitesse aux chutes Montmorency. Écoute, ils ont fait « Wow! On veut ça, on le fait. » Fait que, tu sais, après avoir fait la descente en rappel du Château Frontenac, l'ours polaire au Vieux-Port, là, on arrive cette année avec la grande nouveauté, le smash d'escalade de glace. Ça, c'est un ajout en plus, parce que les deux autres choses vont être encore là aussi, je pense. Fait que c'est cool. Là. Fait que ça va permettre à monsieur, madame, tout le monde de voir de plus près l'escalade de glace sous une forme spectacle. Puis, c'est juste avant le Festiglace de Pont-Rouge. C'est ça. C'est la fin de semaine après. Fait que les gens qui vont voir l'escalade de glace aux Chutes Montmorency le 14 février vont se dire, écoute, ça vaut la peine. On va aller voir le Festiglace la fin de semaine plus tard à Pont-Rouge. Puis là, il y a des grimpeurs d'expérience qui viennent de partout. Là. Écoute, ça fait 20 ans que le Festiglace à Pont-Rouge existe. Ouais. Fait que nous, de le faire une fin de semaine avant, c'est comme de permettre une visibilité. Je leur passe la POC sur la palette pour qu'il y ait plus de spectateurs qui aillent voir Pont-Rouge aussi. Nice. Fait que ça se chevauche bien. Ça se build up, là, c'est ça. C'est un beau c'est un momentum qui se crée. Les grimpeurs de glace, mettons, américains, qui viennent du New Hampshire, du Maine, puis du Vermont, puis de New York, eux autres, puis les Ontariens vont arriver, puis ils vont faire peut-être le smash, vont rester durant une semaine pour faire Charlevoix, la Côte-Nord, la Gaspésie, continuer avec le Festiglace, puis poursuivre. Ils peuvent faire un 10-15 jours. Là. C'est rendu comme un circuit. C'est une belle fenêtre, une fenêtre sur le monde, là, dans le fond, que ça offre. C'est que les gens qui ils viennent de France, ou ils viennent d'ailleurs, les étrangers, les grimpeurs d'ailleurs vont avoir une semaine ou 2 semaines complètes là, d'activités, puis d'événements, puis de possibilités de voyager, puis de découvrir le Québec en hiver. Fait que c'est vraiment... on dit toujours à ces gens-là « Have a nice day ». Exact, c'est ça. en gros guillemets. Là. Nice, crime... débile. Pour vrai, je suis vraiment excité. Moi, en tout cas, c'est sûr que je vais être là. En tout cas, à 95% sûr que je vais être là. Je pourrais participer. Oui. Exact. Pour essayer de battre mon score, mon score de hier. Nous, on ne vise pas l'élite. Là. On veut que ça soit des gens qui un peu d'expérience pour le plaisir. Tu l'as fait une fois de l'escalade de glace ou 2. Tu n'as pas nécessairement tes piolets. On les fournit, les piolets, pour ceux qui les ont pas. Il va y avoir des piolets. Tu peux prendre les piolets là, qui sont fournis. OK. Fait que pour ceux qui font de l'escalade intérieure, qui sont bons déjà en escalade, t'as une chance de remporter le trophée. Exact. C'est pas nécessairement...
le grimpeur de glace que lui, il fait du récréatif puis il n'a jamais été en vitesse. Ouais, c'est ça. Imagine, c'est une autre catégorie. Là. Si on part une nouveauté, là, Ouais. tout le monde est là pour essayer puis de participer. Puis c'est vraiment amical. Puis ça donne un beau défi à tout le monde. Puis c'est un bel événement. On vous invite à venir faire ça. Let's go. Merci François-Guy pour ce podcast. Pour ça. vrai, ça a été encore un plaisir. C'est la deuxième fois qu'on parle, puis je pense qu'on pourrait jaser. Je sais même pas ça fait combien de temps qu'on jase, mais bref, c'était malade. Merci à toi, puis à on- toute l'équipe derrière, la technique, tout ça. Vraiment, là, vous êtes une belle équipe. On suit votre podcast, Ouais. puis on invite les gens à le partager aussi, puis de venir nous voir. Pendant les saisons d'escalade de glace, c'est le temps, avant que ça fonde. Exact. Merci beaucoup.